Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat et de reportage sur Public Sénat. Avec nos experts, on prend du recul et du temps pour donner du sens à l'actualité. Et justement, ce soir, on aurait pu titrer notre premier débat. On n'y comprend plus rien, que ce soit sur les carrières longues ou la retraite minimum à 1 200 €. Les dernières annonces du gouvernement ajoutent une dose de confusion qui devrait alimenter le rejet du texte par une majorité de Français. On va essayer d'y voir plus clair dans une minute. Et puis pour notre débat de société volontairement décalé, vous le savez, de l'actualité du jour, c'est un fléau sans fin que l'on va analyser, celui du harcèlement scolaire qui pousse certains enfants au suicide. Le 7 janvier dernier, c'était Lucas, 13 ans, qui ne supportait plus les insultes homophobes subies dans la cour et sur les réseaux sociaux. Séverine, sa maman, ne réclame pas forcément de lourdes sanctions contre les harceleurs. J'imagine aucune peine pour un adulte. C'est un gamin, donc je veux que ça les fasse réfléchir, qu'ils ne recommencent pas et puis qu'ils mènent des actions peut-être derrière, et peut-être que ça va les faire évoluer et qu'ils mènent des actions derrière. Que pouvons-nous faire collectivement pour mieux protéger nos enfants? Quels sont les signes, les premiers signes du harcèlement? On répond entre autres à ces questions dans 45 minutes. Mais d'abord, les dernières tractations, les annonces de la Première ministre et les interrogations qui vont avec, une journée résumée par Jonathan Dupriez. Elisabeth Borne a une nouvelle fois cédé à la droite. Devant les députés hier, la locataire de Matignon a fait un geste sur les carrières longues. Désormais, les personnes qui ont commencé à travailler avant 21 ans, si elles ont atteint l'âge de départ anticipé requis, devront cotiser 43 ans au lieu de 44 dans le projet initial du gouvernement. J'ai pris un engagement et il donne lieu à un amendement du gouvernement déposé aujourd'hui qui pose le principe que dès lors qu'est atteint l'âge de départ anticipé, la réforme ne prévoit pas pour les carrières longues de durée de cotisation supérieure à 43 ans. Mais cette annonce mal comprise a fait l'objet de plusieurs précisions de Matignon par la suite, donnant une impression d'impréparation du gouvernement, obligé de se justifier devant la presse. Non, c'est pas fait à la va-vite, clairement non. Nous nous adaptons, nous faisons évoluer le texte, nous écoutons. Alors c'est peut-être inhabituel. Malgré cette nouvelle concession faite aux Républicains, dont les voix sont essentielles pour voter l'ensemble de la réforme, LR a tourné le dos à la majorité macroniste hier au Palais Bourbon, en rejetant aux côtés de la NUP et du RN l'article 2 du texte sur l'index senior. Un revers de taille pour l'exécutif qui compte désormais sur le Sénat pour rétablir cet index, visant à mesurer le taux d'emploi des seniors dans les entreprises. Mais la droite sénatoriale n'en veut pas à ce stade. Il y a un sujet senior et pas forcément index. Nous avions déjà travaillé au Sénat là-dessus. On a commis un rapport sur le travail des seniors et nous avons d'autres propositions. Donc on va les étudier par rapport à cette position de suppression de l'index. Mais avant que le texte n'arrive au Sénat le 2 mars, le gouvernement, très en difficulté à l'Assemblée nationale, devra trouver la juste équation politique pour faire voter l'ensemble du texte par les députés. Bon, vous l'avez compris, c'est un soir où on a particulièrement besoin de nos experts. Stéphanie Villers, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes conseillère économique chez PwC France. Bruno Palier, bonsoir. Bienvenue à vous aussi, directeur de recherche du CNRS au Centre d'études européennes de Sciences Po, puis auteur de ce livre « Réformer les retraites », publié justement aux presses de Sciences Po, ouvrage qui retrace entre autres l'historique de nos systèmes de retraite. Bruno Cotrez, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Bienvenue à vous. Stéphanie Villers, je commence avec vous. Effectivement, sur le fond, le contenu de la réforme, on l'a dit, carrière longue, revalorisation des pensions minimales. On ne sait pas si c'est trop compliqué ou si le gouvernement a menti aux Français. Comment vous l'analysez, vous ? Son revirement sur notamment les carrières longues, je pense que c'est pour répondre à une contestation où on a bien vu dans l'opinion publique ça passait mal. C'est-à-dire ceux qui avaient travaillé avant 20 ans trouvaient ça totalement inéquitable de devoir travailler 44 annuités alors que d'autres aurait travaillé 43 ans. Donc c'est 43 années. Donc c'est juste un réajustement. Et je pense que même avant d'avoir proposé cette réforme, où c'était un angle mort, ils n'avaient pas vu qu'il y avait cette injustice sociale, où c'était une marge de négociation pour faire un pas vers l'opposition. Voilà, moi je l'entends comme ça. Oui. Bruno Palier, autant de confusion là depuis quelques heures ou quelques jours. Est-ce que pour vous ça remet en cause les bases mêmes de la réforme? C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'elle est
mal née qu'on est dans cette situation d'incompréhension? C'est surtout qu'elle est née sur un enjeu qui était censé être simple. On repousse l'âge de départ à la retraite. Donc on joue sur les 64, donc on n'est pas censé jouer sur les 43. C'est-à-dire que si on choisit une variable plutôt que l'autre, il y a forcément des gens qui se retrouvent à travailler plus longtemps que les 43 ans, et c'est un peu là-dessus que c'est pris. Moi, je crois que c'est la conception de la réforme qui n'a pas imaginé ça, puisqu'en gros, elle a été portée par un souhait de faire des économies budgétaires rapidement, et puis par le souhait de piéger LR, donc de reprendre leur proposition qui est déposée traditionnellement au Sénat. Sauf que la proposition de LR déposée au Sénat, elle n'est pas très sophistiquée, il n'y a pas d'étude d'impact, etc. Et donc là, ils se prennent les pieds dans les conséquences des choses. S'ils avaient pris un peu le temps d'écouter à la fois les experts, les partenaires sociaux, etc., ils auraient su que 64 ans pour tout le monde, c'est particulièrement injuste, parce que ça veut dire que certains vont travailler plus longtemps. S'ils avaient pris un peu le temps de négocier en amont pour arriver à des positions partagées, et pas seulement faire des concessions au fil de l'eau, peut-être qu'il y aurait eu une réaction un petit peu différente. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est des concessions au fil de l'eau qui sont, malgré ce que dit Olivier Véran, improvisées. Il n'y a pas d'études d'impact qui soient faites systématiquement. Donc, on voit les parlementaires leur demander mais combien de personnes. Et ça, il faut faire tourner les machines pour le savoir. Ça prend un petit peu de temps. Avec des ministres en difficulté qui n'ont pas forcément les réponses tout de suite. On l'a bien vu et plusieurs fois, et notamment même avec les plus techniques d'entre eux, ceux qu'on supposait maîtriser parfaitement la réforme. Bruno Cotresse, ce manque de lisibilité, ça a forcément des conséquences dans l'opinion publique française. Comment vous l'évaluez, ça? Les dernières enquêtes d'opinion demandaient aux Français comment ils percevaient cette réforme sur plusieurs critères. Au fond, la réponse est assez simple. Elle est perçue comme d'abord injuste, ensuite comme pas claire et sans doute pas efficace. Pas clair, c'était déjà ça clair, avant, pas clair, voilà. Avant la séquence de ces dernières 24 ou 48 heures. Il y a une semaine à peu près, ils disent c'est pas clair, on comprend rien, effectivement, c'est mal expliqué. Et puis il y a aussi l'idée que malgré tout, ça sera quand même, elle aboutira quand même. Il y a les 3/4 des Français qui, dans les enquêtes d'opinion aujourd'hui, disent elle va quand même être votée. L'exécutif ira jusqu'au bout. Et sans doute, ça explique une partie de l'opposition à cette réforme, à la fois le sentiment qu'on ne peut pas échapper à une machinerie que personne n'explique très bien, qui donne le sentiment de ne pas être bien maîtrisée, y compris par ceux qui veulent la mettre en œuvre et qui la proposent. Donc toutes les conditions sont réunies pour une espèce de grand malentendu. Et ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'on ne découvrirait pas au lendemain de cette réforme votée qu'elle a des effets inattendus, des effets qui n'ont pas été anticipés. Effectivement, avec l'absence d'études d'impact, qui est un problème assez régulier quand même dans notre modèle politique et dans notre modèle de l'action publique. Et donc c'est un petit peu tout ça. Or, il se trouve que là, il s'agit de quelque chose de fondamental pour tout un chacun, la période de vie à laquelle on aboutit après une vie au travail. Donc on ne peut pas plaisanter sur des mauvaises surprises qui peuvent attendre les gens. Enfin voilà. Donc ce sentiment est dominant dans l'opinion de quelque chose qui n'est pas très bien ficelé, qui n'est pas très bien expliqué, auquel on ne peut pas échapper. Mathieu ? Mais d'abord, c'est un sujet très technique. La retraite, je vous donne un exemple. Traditionnellement, traditionnellement, mais même sur la revalorisation des retraites minimales pour les salariés ayant eu une carrière complète autour du SMIC à 1 200 €. On le dit comme ça maintenant pour pas que les gens comprennent que ça concerne tout le monde. La CNAV, par exemple, a beaucoup de mal à refaire les carrières complètes des gens qui sont déjà à la retraite et qui pourraient en bénéficier. Elle est incapable de dire comment elle va s'y prendre pour le faire. Donc c'est déjà des sujets. Et puis c'est des sujets techniques. C'est vrai qu'il y a des leviers. Ça paraît simple comme ça, on dit un âge, mais ça a des impacts sur la vie des gens. Et la vie des gens, elle n'est jamais aussi simple que dans les livres. Donc il y a des gens qui ont des carrières linéaires. Compliqué qu'un tableau Excel. Et après, il y a un autre souci, c'est qu'ils ont fait une concession qu'ils estiment majeure dès le début, en passant de 65 à 64 ans, contrairement à ce qu'avait dit Emmanuel Macron qui lui portait 65. Et après, toutes les concessions qu'ils font, à la marge, sur les mesures d'accompagnement, paraissent soit, futiles, inutiles, inefficaces ou pas assez, parce qu'en fait, les gens sont focalisés sur cette affaire des 64 ans. Donc, c'est perdant. Et en plus, c'est vrai que d'un point de vue technique, ça paraît ni fait ni à faire. La présentation d'hier était catastrophique. Il a fallu 3 communiqués de Matignon, des tableaux pour expliquer qui étaient concernés. On a cru à un moment que étaient concernés, enfin les salariés qui avaient 16 ans pourraient partir. Donc là, on parle des carrières longues. Voilà, des carrières longues. Ceux de 17 ne seraient pas concernés, mais ceux de 18 seraient. Enfin bref, il y avait des trous dans la raquette énormes. Et du coup, quelle lisibilité pour le message. Même les LR
pour qui c'était un cadeau, n'ont rien compris de ce cadeau-là. Donc c'est quand même. On y reviendra sur la stratégie LR. On n'est pas sûr qu'elle soit beaucoup plus lisible non plus. Mais je vais vous redonner la parole tout de suite, Bruno Palier. Mais démonstration finalement de la difficulté pour un ministre, en l'occurrence celui qui porte cette réforme, le ministre du Travail Olivier Dussopt, qui est certainement pas le moins technique sur ces dossiers. Il était ce matin chez nos confrères de France Inter et les journalistes Léa Salamé et Nicolas Demorand. Il s'est passé déjà 20 minutes d'interview auparavant. Ils font remonter les interrogations des auditeurs. Écoutez. Zaya, sur l'application, permettez-moi de vous dire que nous sommes perdus avec votre réforme des retraites. En avez-vous conscience, Olivier Dussopt ? Il y a plein de réactions comme ça. On ne comprend rien. On ne comprend plus rien. Avez-vous conscience de... Oui. Vous avez dit on fait de la pédagogie. Et là, on a des auditeurs qui nous disent on ne comprend plus rien. Il y a 42 régimes. Il y a des règles d'une complexité extrême. Il y a une prise en compte dans le calcul des retraites des uns et des autres, d'événements familiaux, d'événements personnels. Et chaque réforme des retraites, indépendant même des mesures que nous proposons, est presque l'occasion pour beaucoup d'assurés de découvrir ou de redécouvrir les règles qui s'appliquent. Et c'est d'une complexité parfois kafkaïenne. C'est d'une complexité parfois kafkaïenne. Bruno Palier, si on compare cette réforme avec d'autres réformes, votées ou non d'ailleurs, est-ce qu'elle est aussi complexe ou plus complexe ou au contraire plus c'est le grand paradoxe. Le grand paradoxe, c'est que cette réforme était censée être hyper simple. Par contraste avec la précédente qui n'a pas été adoptée, celle de 2019 qui visait à simplifier le système. Et au bout d'un moment, ils ont jeté l'éponge en disant c'est trop compliqué, on n'y arrive pas. Donc l'idée du gouvernement était vraiment de dire on va faire un truc simple, c'est de 62 à 64 et l'accélération des 43 ans. Donc dans le schéma, c'était censé être très simple. Peut-être qu'ils avaient oublié ce que M. Dussopt vient de rappeler, c'est que de toute façon, c'est très compliqué et que même si on a des mesures simples, il vaut mieux peut-être les préparer à l'avance. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur concession. Concession, c'est pas construire un consensus ou c'est pas construire un accord. Quand on compare avec aussi bien des réformes qui sont passées, par exemple celle de 2003, Jean-Pierre Raffarin a attendu la signature de la CFDT et des autres syndicats dits réformistes avant de présenter la réforme pour le vote. Ça veut dire, pardon de vous interrompre, il a laissé le temps à la démocratie sociale de fonctionner ou pas ? Oui. On peut le dire comme ça, même si en fait il y avait eu déjà la présentation des choses, mais il avait dit on ne va pas les fixer complètement, on attend de se mettre d'accord. Il y a eu un accord, ça n'a pas éteint complètement la conflictualité sociale, mais il reste que là, il y avait une base d'accord. On pourrait dire un peu la même chose pour le 2008, par exemple en France. On pourrait surtout dire la même chose sur les pays étrangers. Les pays étrangers, ils ont des systèmes relativement complexes, pas forcément aussi complexes que la France, mais le système allemand n'est pas non plus une simplicité extrême, mais il y a le souci de négociation et d'arriver à un accord, si ce n'est un consensus. Alors en Suède, c'est carrément un consensus que l'on recherche, donc tous les partis sont d'accord, mais on prend le temps, non pas de dire c'est comme ça et après je fais des concessions, mais le temps de dire voilà, que chacun fasse sa part. Ouais. Et ça, c'est la démocratie, qu'elle soit parlementaire, la Suède, ou sociale, en Allemagne, c'est beaucoup avec les partenaires sociaux, ou 2003 en partie en France, et on n'a pas eu ça. Et faire des concessions, visiblement, ça ne rapporte pas de points politiques. Mais quand même, je reprends un peu vos arguments, Stéphanie Villard, vous parliez d'angle mort tout à l'heure, est-ce que c'est pas l'eau d'une réforme des retraites, quoi ? C'est-à-dire que, est-ce que ce type de débat, on peut pas l'avoir à chaque réforme des retraites où il y a toujours un moment où on va dire attendez, on a bien regardé ce que vous nous proposez, mais là, ça ne fonctionne pas. Ce que vous nous avez promis, c'est finalement pas réaliste, quoi. Alors moi, ce que je pense qu'effectivement, notre système de retraite, il est peut-être compliqué, mais tout notre système social, d'aide sociale est assez compliqué. Donc, globalement, moi, je trouve que les Français sont plutôt habitués. Ils ne découvrent pas qu'on a un système compliqué. Et je suis assez admirative. Je trouve au contraire que les Français sont ultra rationnels. Parce qu'ils viennent de comprendre que le système, il est assez basique. On nous dit il n'y a pas assez d'actifs pour payer les retraités, donc il faut rallonger la durée de cotisation. Eh ben, ils savent que de toute manière, le nombre d'actifs ne va pas augmenter. On sait très bien, on connaît notre taux de fécondité. Il est en dessous des 2 enfants par femme. Donc le problème, il date depuis les années 70. C'est-à-dire que depuis les années 70, on a vraiment eu un taux de fécondité qui baisse, qui fait que les actifs... Et donc il y a de moins en moins d'actifs pour financer... Et on sait que là, ils comprennent bien lorsqu'on leur dit qu'il y a 1,7 actifs pour un retraité, c'est une charge financière énorme sur les actifs. Donc et je pense qu'en toute logique, ils se disent on ne nous dit pas la vérité, c'est trop compliqué, ça ne va pas être si simple. Ils le savent que cette réforme-là, cette première réforme,
n'est pas va être le début, enfin les débuts non parce qu'il y en a eu d'autres. C'est la poursuite. Il va y en avoir. Et donc, je vous laisse conclure, mais ça rejoint ce que disait Bruno Cotteret tout à l'heure sur le côté fataliste, quoi. De toute façon, cette réforme. Mais non, ils veulent un éclairage. Ils veulent qu'on leur parle vrai. La situation, c'est que le système tel quel. Alors, on a décalé l'âge de la retraite. Vous savez, partout en Europe, on est à 65 ans, 67 ans, un peu partout. Pour autant, là-bas, le taux de pauvreté des autres pays européens, des seniors, est plus élevé que le nôtre. Donc regardez, on se dit, décaler l'âge de départ à la retraite, ça n'aide pas le système, puisqu'ils sont encore plus pauvres que leur taux de pauvreté. Donc il y a cette logique et cette incompréhension où les Français réclament en fait la vérité. Ce n'est pas uniquement en rallongeant l'âge qu'on va résoudre la problématique de notre système de retraite par répartition sur le long terme. Bruno Cotteret, je reste sur cette idée d'angle mort de la réforme. J'essaye de... j'emploie des termes, on va dire, sympathiques, d'angle mort de la réforme, qui sont autant d'angles d'attaque pour les oppositions. C'est aussi ce qui fragilise le gouvernement et sa capacité à convaincre. Oui, sa capacité à convaincre est quasiment aujourd'hui mise à zéro, voire en négatif. C'est-à-dire qu'on ne voit plus du tout dans l'opinion. Alors, il y a quelques petites évolutions. Les seniors reviennent un petit peu aujourd'hui, un peu plus favorables à la réforme des retraites, mais on ne voit plus aujourd'hui où sont les marges de progression pour le gouvernement pour convaincre. Parce que le prisme aujourd'hui, le filtre de perception est tellement important sur c'est injuste, c'est pas clair, et en plus ça ne marchera pas parce qu'effectivement, je vous rejoins, je pense que beaucoup de personnes anticipent déjà, compte tenu des données que vous avez rappelées, que de toute façon... Faudra en faire une autre, quoi. Voilà, les gens sont déjà sur l'idée que de toute façon, ça continuera. Et donc c'est pour ça aussi que dans l'opinion, il y a l'idée de dire mais il faut réfléchir peut-être à des alternatives, puisque de toute façon, on n'en sortira pas. Ce n'est pas la dernière réforme qui va dans ce sens-là, ce n'est pas la réforme ultime. Donc ils anticipent déjà, ils réfléchissent à des solutions qui sont alternatives. Et c'est vrai qu'un des gros angles morts de la part du gouvernement a été de ne pas poser, alors peut-être échaudé par 2019, de ne pas poser sur la table les variables précédentes avant de parler des retraites, de parler des raisons pour lesquelles les gens s'inquiètent des retraites, qui ne sont pas seulement les questions de financement, mais qui sont les questions de combien on gagne tout au long de sa vie, ce qui est une autre manière de parler de combien on va avoir au moment de sa retraite, de parler de la question de la formation professionnelle, travailler plus longtemps, à quoi ça sert? Est-ce que c'est pour rester sur un poste de travail où tout le monde attend que vous partiez? On dit, le vieux va partir dans un petit moment. Ou est-ce que c'est pour avoir des opportunités, de se former? Voilà, tout un tas de variables qui n'ont pas été clairement posées. Et donc, ça donne le sentiment à la fois de quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas juste, qui ne règle pas le problème. Oui, alors on l'a déjà dit sur ce plateau, mais je trouve que ça, c'est quand même... à chaque fois qu'on fait un débat sur les retraites, essentiel de le rappeler. Je trouve que si on dit le gouvernement a fait les choses à l'envers, la question de notre rapport au travail, au sens du travail, c'est peut-être ça ce qu'il fallait poser sur la table prioritairement. C'est clairement ça qu'il fallait poser sur la table d'abord, surtout que cette réforme, c'est moins une réforme des retraites qu'une réforme qui demande de travailler plus longtemps, puisque le niveau des retraites ne va pas être changé, il n'y a rien qui les concerne. Et donc la résistance à comprendre, avant même de savoir on n'est pas sûr que ça marche, etc., c'est pourquoi un certain nombre de Français disent « je ne veux pas travailler plus longtemps ». Et je pense qu'il faut vraiment prendre le temps, et puisqu'on a le temps de revenir sur cette question-là. D'abord, rappeler que entre 60 et 65 ans, vous n'avez plus qu'un tiers de Français qui sont en travail rémunéré. Donc, quand on leur dit qu'il faut travailler plus longtemps, il y a une partie des gens qui disent « mais de quoi vous me parlez ?» Moi, j'aimerais bien travailler plus longtemps, mais je peux pas. J'aimerais bien, je ne sais pas, en tout cas, moi, j'ai déjà été mis dehors et il est clair qu'à 58, 60, 62 ans, ça va être difficile de retrouver du travail, en tout cas en France et dans les circonstances passées comme présentes. Et puis, il y a ceux qui sont en emploi. Et ceux qui en emploi, ils manifestent à la fois physiologiquement et dans les sondages d'opinion qui sont à bout. Pour beaucoup d'entre eux, alors je dis physiologiquement, c'est toutes les enquêtes sur l'augmentation des troubles musculo-squelettiques, sur le stress au travail, donnent des indicateurs particulièrement élevés pour la France par rapport à d'autres pays. Et puis c'est aussi les enquêtes subjectives qui disent moi j'en ai assez. Je crois qu'il faut juste se demander pourquoi on en est là. Eh bien, il y a, je crois, deux raisons. La première, c'est qu'on a concentré le travail sur un nombre relativement réduit de gens. C'est-à-dire que les jeunes, ils mettent du temps avant de rentrer. Les seniors, on les a mis dehors. Il y a beaucoup de gens qui sont externalisés, qui sont dehors. Et donc, on a concentré le travail dans les secteurs productifs et on leur a demandé beaucoup. Et on leur a demandé de façon
top-down, avec des chefs qui disent voilà les objectifs, et puis, puisque vous les avez atteints, il va falloir en faire encore plus la prochaine fois. Un sentiment de dépossession de son travail, de définir qu'est-ce qu'on va faire, et en plus, c'est impossible à atteindre. Et ça, c'est à tous les niveaux de la hiérarchie. C'est pas seulement le salarié lambda, c'est le cadre aussi, le manager aussi. Il se dit mais on me demande d'en faire toujours plus quand on est en emploi. Et puis, il y a ceux... Mais est-ce que c'est toujours vrai, alors qu'il y a quand même une grande majorité d'entreprises qui disent on n'arrive pas à recruter, métier en tension, on se bat pour fidéliser nos salariés ou c'est un peu la même chose. Ça se rejoint. On n'arrive pas à recruter, c'est parce que les secteurs dans lesquels on n'arrive pas à recruter, c'est des secteurs où les personnes considèrent que les conditions de travail ne sont pas favorables, que justement c'est particulièrement tendu. Oui, mais on peut aussi considérer que pour fidéliser les salariés, il faut améliorer les dites conditions de travail. Mais ça aurait été intéressant qu'on ait ce débat-là depuis 40 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait depuis 40 ans en France ? On lutte contre le coût du travail. Donc en fait, depuis 40 ans, les politiques économiques visent à faire baisser le coût du travail, les exonérations, et puis les stratégies des entreprises visent à réduire le coût du travail. On ne s'est pas demandé comment on fait pour avoir positivement une productivité, comment on fait pour mobiliser et faire participer les salariés, comment on change de mode de management. Assez on va parler de la stratégie des LR, on va faire un peu de politique juste dans un instant, mais je vois que vous vouliez réagir, Stéphanie. Oui, alors, dans un espace-temps où Emmanuel Macron vise d'ici 2027 le plein emploi, qui est en fait un taux de chômage à 5%, il va falloir véritablement qu'il y ait des solutions pour trouver un emploi aux seniors. Parce qu'effectivement, comme vous disiez, en fin de carrière, les seniors ont tendance à être mis de côté ou mis au chômage. Donc il va falloir trouver des solutions pour les garder en emploi. Et en fait, là où... je trouve qu'il y a aussi, ça a mal été réfléchi. Je pense qu'effectivement, obliger les seniors à conserver un temps plein alors qu'il y a cette fatigue, le chômage n'inclut pas le temps partiel. Donc je pense que si Macron veut véritablement arriver vers un taux de chômage à l'équilibre, c'est-à-dire à 5%, un plein emploi, eh bien, il devrait explorer la piste du temps partiel pour les seniors, toujours la même chose, parce que on voit par exemple qu'il y a 5% des retraités qui sont en emploi, donc c'est très peu. Pour autant, ces personnes-là sont à 70% au temps partiel. Donc en fait, il y a quand même les seniors veulent encore conserver un pied dans l'entreprise. Ils ne veulent pas passer directement de l'activité à l'inactivité. Et il y a quand même cette solution à explorer qui est pour l'instant mise de côté. Allez, on va parler de la stratégie LR comme promis. Alors, à première vue, c'est simple. Réunis en bureau politique hier, ils ont choisi de soutenir la réforme, comme nous l'a expliqué Bruno Retailleau. Écoutez. Il y a eu quelques abstentions, mais à la quasi-unanimité, moins ces abstentions, a voté la motion que Éric Ciotti nous a soumise et qui est une motion qui accepte bien sûr, qui est favorable au report de l'âge à 64 ans et aux 43 annuités de cotisation. Voilà, Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, mais c'était trop simple évidemment, puisque les LR à l'Assemblée ont voté contre l'article 2 qui instaurait cet index senior pour inciter les entreprises à garder leurs salariés les plus âgés. Bon, on va avoir besoin de 2 chroniques pour essayer d'y voir plus clair. Mathieu, je commence avec vous. Faudra quand même qu'un jour on se repasse le film pour essayer de comprendre ce qui était arrivé aux Républicains. Comment ce parti qui propose depuis 20 ans, depuis 30 ans, des purges dans les comptes publics, des purges dans les comptes sociaux. Ce parti qui peste depuis des années de voir les Français travailler pas assez à son goût, que ce soit dans la semaine ou que ce soit tout au long de leur carrière. Ce parti qui réclame à longueur de programmes et de conventions depuis 20 ans cette fois-ci qu'on recule l'âge de la retraite. Comment ce parti a pu se retrouver à la manœuvre pour vider de sa substance une telle réforme? Je dis une telle réforme parce qu'elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau, vous en parliez Bruno Palier, à celle qu'ils appelaient de leur vœu par un vote symbolique chaque année au Sénat. Comment leur nouveau patron, Éric Ciotti, lui qui défendait il y a seulement 2 mois, dans une élection interne, le passage à la retraite à 65 ans ou l'allongement de la durée de cotisation à 45 ans, c'était il y a 2 mois, a pu en arriver à négocier avec la Première ministre pour qu'elle adoucisse son texte, histoire de le faire avaler à ses troupes. Et comment, après avoir topé avec Matignon, ceux-ci ont continué à faire monter les enchères comme des maquignons. Oui, et la première impression, c'est que ça marche, puisque hier encore, on l'a dit, Elisabeth Borne leur a concédé de nouveaux gestes sur ses carrières longues. Oui, ça marche, mais à quel prix ? À quel prix d'abord pour notre système de retraite ? Personne ne dispose de chiffres exacts, mais il y a une première estimation qui a été faite par
Raymond Soubi, l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, social, pardon, et il avait estimé que les premières concessions à LR avaient déjà rogné un tiers des économies dégagées par la réforme. Et alors les nouveaux gestes vont alourdir la note, mais hier soir, personne n'était capable de dire combien ni comment. À quel prix pour la crédibilité de leur parti ensuite, les LR ? Ils sont pris au piège de leurs convictions à géométrie variable, et vous le disiez Thomas, ils ont été contraints d'adopter hier matin en bureau politique une motion pour rappeler la ligne et dire qu'ils soutiendront la réforme, et le soir même voter contre l'article 2 avec le RN et la NUPES. Le tout sans parvenir pour autant à faire taire les critiques en interne, et notamment à faire rentrer dans le rang le trublion du Lot, Aurélien Pradier. Même chapeau, on dirait un strike à l'envers. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant pour LR ? Ça va être très compliqué, parce qu'en quelques semaines, ils sont passés du statut de force politique à celui de force d'appoint, pour ne pas dire de supplétif, j'allais dire peu fiable et retors. En quelques semaines encore, ils ont abîmé et peut-être même sacrifié leur image de parti de gouvernement. Et puis en quelques semaines toujours, ils ont exposé au grand jour leur division. Alors bon courage aux sénateurs LR pour tenter de rattraper cette mauvaise mayonnaise lors de l'examen du texte au Sénat. Merci Mathieu. Alors ça c'était pour l'analyse, on va dire, très politique. Je propose maintenant à Mathias Sarraez de nous rejoindre pour parler plus spécifiquement de cet index senior. Bonsoir Mathias, bienvenue. Bonsoir. Le gouvernement espère le réintégrer. Oui, c'est en tout cas ce qu'a répété Olivier Véran, porte-parole de l'exécutif hier soir à l'issue de la séance à l'Assemblée nationale, ce midi en sortie de Conseil des ministres et encore cet après-midi en séance de questions d'actualité au gouvernement au Sénat. Écoutez-le. Pendant des semaines, on a entendu des rangs de vos collègues, des rangs de la NUPES à l'Assemblée nationale, nous dire qu'il fallait en faire davantage pour l'emploi des seniors. Et le moment venu, au moment de voter pour un dispositif qui peut-être n'est pas parfait à leurs yeux, mais qui améliore considérablement l'emploi des seniors dans notre pays, ont décidé de s'y opposer. J'espère, Madame la sénatrice, que vous aurez l'occasion bientôt de voter en faveur de cette mesure pour revaloriser les petites retraites pour les Français et que vous serez appuyé cette fois-ci sur le bouton favorable. Je vous remercie. Bon, le gouvernement a-t-il des raisons d'espérer ? Difficile à dire. Il est de notoriété que la droite majoritaire au Sénat est favorable à la réforme des retraites, qu'elle veut sienne. Mais sur la question du fameux index senior, les avis sont partagés. Les Républicains ne sont pas pour, mais veulent aborder la question du travail des seniors, comme le précise René-Paul Savary, sénateur de la Marne, au micro d'Aurélien Romano. Il n'est pas suffisamment coercitif, pour les autres il l'est trop. Globalement, je ne suis pas convaincu que ce soit le seul dispositif qui permettrait davantage de développer l'emploi des seniors. En conséquence, nous allons réfléchir à notre position par rapport à cela. Du côté de l'Union centriste, l'autre force de la majorité sénatoriale, c'est plus clair. On soutient la mesure et on veut même la renforcer. Alors le gouvernement insiste sur le fait qu'il s'agit d'une mesure pour réduire les inégalités. On peut peut-être donc aller chercher un soutien du côté de la gauche. Et non Thomas, cet après-midi en séance aux questions d'actualité au gouvernement, la gauche de l'hémicycle au Palais du Luxembourg a répété qu'elle combattrait également cette réforme concernant l'index senior. Pour la sénatrice socialiste des Landes, Monique Lubin, chef de file de son groupe sur les retraites, le combat est ailleurs. Nous sommes sur une loi de finances de la sécurité sociale. Dans une loi de finances, on ne peut parler que de finances. Et donc nous savons pertinemment que le gouvernement n'a pas pu aller au-delà que cette histoire d'index, parce qu'il sait, lui, normalement, il ne peut pas rajouter autre chose dans ce projet de loi que des questions financières, et il sait, lui, qu'il y a un risque au niveau du Conseil constitutionnel. Réponse à partir du 2 mars. Évidemment, on suivra ça de très près. Merci beaucoup, Mathias. Bruno Cotresse, est-ce que vous êtes aussi critique que Mathieu ? Le LR est en train d'abîmer, d'écorner, peut-être même de sacrifier son image de parti de gouvernement. Je n'irai peut-être pas aussi loin, bien que je trouve que la chronique était effectivement tout le temps... révélait bien toutes ces contradictions. Au fond, les Républicains ont essayé de transformer le plomb de la présidentielle en or à un moment donné. Ils en avaient la possibilité, avec un coup de billard à 3 bandes absolument exceptionnel, c'est-à-dire à moindre frais, sur un sujet sur lequel ils ont une image, ils ont une cohérence. Effectivement, vous le rappeliez, ils ont toujours souhaité ce type de mesures. Et billard à 3 bandes, obliger l'exécutif à venir vers leur position et d'une certaine manière retrouver à la fois du crédit peut-être dans leur propre électorat, retrouver un rôle en disant nous voilà, on amène des idées sur la table, permettant à Éric Ciotti d'incarner, lui qui rentre en fonction, d'incarner autre chose que le sécuritaire, le régalien. Donc là, il y avait une opportunité qui était tout à fait fabuleuse pour eux de se sortir au fond de l'ornière de l'élection présidentielle ratée.
Et puis c'est vrai que là, on a des éléments qui sont des éléments qui vont un peu en sens inverse. On revient un petit peu vers le plomb, d'une certaine manière. On va un peu à contre-courant. On fait passer un message qui est un message qui a plusieurs lignes à l'intérieur du groupe parlementaire, peut-être à l'intérieur du parti, même sur ces questions, avec beaucoup de difficultés pour eux de poser le curseur à un moment donné et de franchir le pas, qui est de dire effectivement ça correspond à ce qu'on a toujours souhaité, ça nous permet de mettre un pied dans la majorité présidentielle. Parce que pour les Républicains, il y a quand même toujours une situation quand même difficile. Ils ont perdu beaucoup d'élus à l'issue des élections législatives. Ils n'ont toujours pas réglé la question de l'incarnation de leur leadership pour la prochaine élection présidentielle. Ils sont toujours dans de grandes difficultés quand même. Donc là, ils sont toujours un peu au milieu du gué. Si on revient au fond, Bruno Palier, de cet index senior, certainement pas suffisant, certainement critiquable, mais c'était quand même un progrès pour améliorer le taux d'emploi des plus de 55 ans. Comment vous l'analysez, ça ? Ce qu'on peut dire, c'est que on parle de l'emploi des seniors depuis qu'on fait des réformes des retraites, et notamment, je me rappelle d'une citation fameuse du premier rapport du COR, du Conseil d'orientation des retraites, qui disait il faut permettre aux Français de travailler jusqu'à l'âge de la retraite. Donc ça soulignait le fait qu'il y a des gens qui sont hors emploi avant l'âge de la retraite, donc il y a un enjeu ici. Et la façon dont on a parlé pendant longtemps en France, c'était plutôt de faire sortir des gens. Donc la pénibilité, ça explique pourquoi des gens n'arrivent pas à faire leur carrière complète. Donc on va se mettre d'accord sur qui on fait partir. Mais pendant ce temps-là, on ne s'est pas mis d'accord sur qui on essaye de faire rester, sur maintenir les seniors en emploi. Et donc on n'a pas eu beaucoup de réflexion ni beaucoup d'actions pour essayer de réduire la pénibilité, pour former, Bruno en parlait tout à l'heure, former les seniors tout au long de la vie, pour améliorer les conditions de travail. L'avantage de l'index, c'est qu'il pointe le doigt, excusez-moi, tout le monde fait un jeu de mots dessus, donc je le fais aussi, il pointe le doigt sur le problème qui est celui de l'emploi des secteurs, des seniors, pardon. Les moins 10 ans, les entreprises moins 10 ans, sont montrées du doigt. Voilà, mais c'est vraiment la première étape. Oui. Alors, on peut rappeler que la Finlande a procédé ainsi, une première étape, en disant il faut maintenir les seniors en emploi, mais est-ce que l'index va effectivement servir à mettre à l'index les entreprises qui se débarrassent des seniors? Mais est-ce qu'on va apporter des solutions aux entreprises aussi? C'est-à-dire de l'aide à la formation, de l'aide à l'amélioration des conditions de travail, de l'aide aussi à la conciliation emploi-retraite, du temps partiel, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir une action positive? Et c'est là les craintes des entreprises, les craintes manifestées par le sénateur que vous interviewez, c'est de dire mais si c'est uniquement pour nous punir, ça n'est que du coercitif, et on a besoin d'aide aussi, pas seulement d'aide financière, il y a besoin aussi d'une approche positive des choses. Moi, je suis marqué par ce qui s'est passé en Finlande dans les années 90, qui ont voulu augmenter l'emploi des seniors. Ils avaient un indicateur comme cela, mais ils avaient aussi l'idée que les seniors, c'est le trésor économique de la Finlande. C'est quand on voit l'âge moyen des Français, l'âge moyen des actifs, ils s'approchent de plus en plus des cheveux gris, de la seniorité, donc il faut les chérir, les garder, les maintenir en emploi. C'est pas un poids. Pour l'instant, l'idée, c'est que c'est un poids. Et alors, c'est exactement ce que j'allais vous demander, Stéphanie Villard. C'est une question d'état, presque de culture au sein des entreprises. Et ça ne se change pas simplement avec un index plus ou moins coercitif. Alors, ce n'est pas qu'une histoire de culture, c'est aussi une histoire de réalité économique, parce que les seniors sont en concurrence quand même entre eux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que celui qui arrive à la retraite coûte plus cher que celui qui a 5 ans ou 10 ans de moins. Donc, il y a les entreprises, en fait, font un espèce de rapport entre, finalement, embaucher quelqu'un de 50 ans qui sera capable de faire exactement la même productivité que quelqu'un de 60. Bon, peut-être qu'il n'aura pas toute la même expertise, mais n'empêche qu'il coûtera moins cher. Oui, donc, mais c'est quand même une question de culture. Bruno Palier disait trésor, vous dites coût. Ouais, je ne sais pas comment. Mais c'est une réalité économique. Non, mais je ne dis pas le contraire. L'entreprise, alors je ne dis pas toutes les entreprises, sur tous les postes, sur toutes les fonctions. On n'est pas là pour amalgamer. Voilà, il y a quand même des fonctions qui sont plus concentrées sur ce type de concurrence. Concurrence-là. Non, mais. On n'est jamais trop vieux pour diriger une entreprise. Oui, en tout cas, il y a cette réalité il faut être capable d'en parler. Il y a vraiment une concurrence au sein de la classe, la catégorie les plus seniors, c'est-à-dire entre les 50 64 ans.
Et tant qu'il n'y aura pas, voilà, enfin, excusez-moi de ne pas avoir donné l'issue possible, mais ça reste encore une issue budgétaire. C'est-à-dire qu'il faut inciter l'entreprise de manière financière, peut-être en abaissant les charges ou quoi, pour essayer de conserver ces seniors qui vont arriver vers 64 ans. Alors, je vais citer le président de la République lors du Conseil des ministres ce matin sur... alors, je reviens à la politique. On navigue de l'un à l'autre. C'est ça qui est intéressant sur cette thématique. Voilà ce qu'il dit en Conseil des ministres, Emmanuel Macron. Les oppositions sont perdues, la vie des Français est leur décor, leur seule boussole ce sont les élections. Ceux qui nous ont demandé d'agir pour le chômage des seniors se sont empressés de voter avec le RN pour supprimer la mesure dédiée. Est-ce que ça imprime dans l'opinion, ça rejoint les contradictions de l'air dont parlait Mathieu, ou pas ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup, sinon on verra un exécutif qui au contraire aurait pu bénéficier de cette séquence. Emmanuel Macron cherche à aussi ressusciter l'image de Macron le réformiste, lui qui a été le gestionnaire de crise pendant de nombreuses années. Il cherche à ressusciter cette image de réformiste, mais il est en popularité qui est en eau assez tiède en ce moment, voire un peu plus froide même. Il est, lui et la Première ministre sont autour de entre 25 et 30% de socle de popularité, ce qui n'est pas beaucoup pour conduire une telle réforme aussi. Donc pour le moment, les ressorts dans l'opinion publique pour que Emmanuel Macron sorte regaillardi de cette séquence ne sont pas clairement là. Dernier chapitre dans ce débat, la stratégie de la NUP et des syndicats. Alors, première question, comment faire pour que l'article 7 qui porte sur le recul de l'âge légal soit examiné avant vendredi minuit à l'Assemblée nationale? Écoutez, Cyrielle Châtelain, député Europe Écologie Les Verts de l'Isère, hier, juste quand son groupe a annoncé avoir retiré au moins 150 amendements supplémentaires. On l'écoute. On va tout faire pour que le débat avance. Voilà, notre objectif, c'est ça. Il faut que le débat avance, il faut qu'on discute du report de l'âge légal à 64 ans, il faut qu'on ait des débats de fond et il faut qu'on aille sur, aujourd'hui, démonter les éléments de langage du gouvernement. Non, ce n'est pas une réforme juste. Non, c'est une réforme qui soit oui, c'est une réforme qui soit au détriment des femmes. Oui, c'est une réforme qui pourrait être évitée. Non, elle ne va pas sauver le système des retraites. C'est ce débat-là qu'on va avoir dans l'hémicycle. Bruno Palier, la stratégie, on va dire, des 20 000 amendements de la NUP, elle ne plaît pas à la CGT. On a entendu Philippe Martinez, à la CFDT, qui veulent qu'il y ait un débat parlementaire sur les 64 ans. C'est la réalité du mouvement aussi aujourd'hui. Tout à fait, c'est là-dessus que les syndicats sont unis. Ouais. C'est sur le rejet du 64 ans. Et il faut bien voir que c'est tout à fait exceptionnel, que sur une réforme des retraites, on est tous les syndicats, puisqu'il n'y en a pas eu une seule précédemment où il y a eu ce front syndical uni, mais il n'est uni que sur ce mot d'ordre-là. Ils ne souhaitent pas aborder les autres points. Donc c'est clair que c'est là-dessus qu'ils souhaitent se positionner et qu'ils souhaitent quelque part demander aux parlementaires et aux sénateurs de prendre leurs responsabilités par rapport à leurs points eux. Il y a aussi le jeu de contraste, d'essayer de mettre en avant la façon dont les manifestations sont calmes, bien organisées, claires dans leurs revendications, c'est retrait du 64 ans par rapport aux confusions de communication comme ou à la violence verbale de certains débats à l'Assemblée nationale. Des débats à l'Assemblée nationale. C'est clair que ça crée du ciment pour l'unité syndicale qui joue probablement de façon favorable pour soutenir le mouvement, soutenir le retrait, mais qui porte vraiment sur les 64 ans. Mathieu, il y avait une rencontre qui était prévue aujourd'hui entre les dirigeants de la NUP et certains syndicats. Elle a été annulée. Reporté, on ne sait pas trop, parce que l'argument c'est de dire ça avait fuité dans la presse, donc c'est pas ce qu'on souhaitait, etc. Il n'y avait pas tout le monde autour de la table de toute façon. Non, puis pour le coup c'est un vrai hiatus, parce que les syndicats, c'est vrai, ont fait de ces 64 ans le mot d'ordre, leur seul slogan, et ils ne comprennent pas l'attitude d'une partie de la NUPES. Il faut dire que c'est une partie, c'est essentiellement la France Insoumise, même si à la France Insoumise il y a aussi des sensibilités différentes. Parce que la France Insoumise, au fond, ne voulait pas qu'on discute, ni même qu'on vote l'article 7, encore moins. D'abord parce qu'ils ont peur d'enregistrer une défaite sur ce vote. Ensuite parce qu'ils ont peur que s'ils enregistrent une défaite, ça démobilise les manifestants et l'opposition. On sait que dans l'opinion, une partie des Français ont déjà acté une forme de résignation en disant cette réforme sera de toute façon votée et appliquée. C'est à peu près 2 tiers des Français selon les instituts.
Et parce que la NUPES voulait en plus que le gouvernement incarne le passage en force. Regardez, on fait ces 64 ans alors qu'on n'a même pas eu le temps d'en discuter à l'Assemblée. Le problème, c'est que les syndicats n'entendent pas de cette oreille et que des partenaires de la NUPES, les socialistes, les écologistes, se disent c'est absurde, c'est ridicule et on ne va pas juste faire durer le déplaisir avec des amendements qui n'ont aucun sens juste pour éviter de parler de ce sujet qui parle à tous les Français. Et là, la ligne de fracture est en train de se creuser. On a vu l'abandon de plus d'un millier d'amendements lundi soir. Là, chaque groupe essaie de faire avancer. Et les syndicalistes ont donné la voix. Laurent Berger criait comme un beau diable depuis une semaine en disant c'est le bazar l'Assemblée, il faut absolument qu'on discute l'article 7. Philippe Martinez a donné la voix ce week-end, et ça c'est nouveau, en disant il faut discuter l'article 7 aux députés de prendre leurs responsabilités. Donc ils ne sont pas en odeur de sainteté. Et puis on sait par ailleurs qu'entre NUPES et en tout cas entre la France Insoumise et les syndicats, notamment la CGT, ça ne va pas toujours très fort. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé dans ce débat, peut-être qu'il est tabou, c'est le mot capitalisation, Stéphanie Villers. Est-ce que finalement, cette confusion générale, ce n'est pas une publicité géante pour un changement de système ? C'est pas un changement de système, en fait, c'est des systèmes complémentaires et il faut dire la réalité, on va vers ça parce qu'on n'a pas d'autre solution. Hein. Et on a déjà commencé. Et en fait, on dit pas, on pose pas les vrais mots sur les choses. L'assurance vie pour une grande partie des Français, mais ce n'est que 40% des Français. Hein, c'est quand même une protection pour la retraite. Et il y a le développement aussi au sein de l'entreprise de l'épargne salariale et notamment de l'épargne retraite. Donc il faut aller vers ça. Il faut que. Vous dites qu'on n'a pas le choix. Non, on a déjà commencé, on n'a pas le choix. L'instabilité du système de répartition fait qu'on n'a pas le choix. Mais même, est-ce qu'on est d'accord ? Il faudra avoir une politique nataliste hyper dynamique. Est-ce que réellement on a envie d'avoir 3 enfants par femme ? Enfin, pour que le système, on a évolué. C'est un peu impossible. C'est un système qui a été monté, le système par répartition à l'après-guerre, où en fait il y avait une moyenne de 3 à 4 enfants par femme. On était en plein baby boom. Ça marchait comme sur des roulettes. Et puis après, maintenant, on est en train de gérer le baby boom. Là, c'est beaucoup plus contraignant. Donc, il n'y a pas de... Ou autrement, il y a effectivement aussi l'issue de l'immigration, mais je pense que là aussi, ça soulève d'autres problèmes, des problèmes plus politiques. Donc, je pense qu'il faut vraiment la complémentarité. Il est beau, notre système par répartition. C'est une solidarité intergénérationnelle. On n'a pas besoin... il faut le conserver, mais il faut qu'il soit complété par un système par capitalisation. Votre avis là-dessus, Bruno Palier ? C'est pas cette réforme-là qui est de la pub pour la capitalisation, c'est chaque réforme précédente en fait qui a annoncé que les taux de remplacement allaient baisser. Parce que je disais, cette réforme, elle n'annonce pas une baisse du montant des retraites. En revanche, celle de 2003, celle de 2010 et celle de 2013. Est-ce qu'on peut faire autrement ? Oui, on peut faire autrement si les Français, comme ils le disent dans les sondages, sont prêts à payer de plus en plus de cotisations sociales. Et quand on demande aux Français, sans forcément leur poser toutes les conséquences que ça a, ils répondent plutôt oui, plutôt que de voir les retraites baisser. Et d'un regard comparatif, pour l'instant, la place n'est pas encore faite. C'est-à-dire qu'il y a d'autres réformes, en Allemagne par exemple, qui ont vraiment fait de la place pour la capitalisation, puisque les taux de remplacement ont fortement baissé, on voit la capitalisation être là pour compenser. C'était sans doute l'esprit de certains réformateurs français des retraites. On peut penser à François Fillon, par exemple, conseillé par BBA, par AXA. Là, pour l'instant, on n'en est pas là. C'est-à-dire que les calculs font que pour un certain nombre de salaires, le système en place, normalement, permet de maintenir à peu près son niveau de vie. Donc, est-ce que c'est complètement nécessaire et inéluctable ? Pas sûr. Pour la France, il y a des forces qui le souhaiteraient, effectivement. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Bruno Palier, je rappelle le titre de votre livre « Réformer les retraites », livre qui est donc publié aux presses de Sciences Po.